La salle du conseil se désagrégeait. Richard Blackwood, PDG milliardaire, essayait de traduire pour sa mère, Elelane, sourde depuis l'enfance, qui signait rapidement à propos d'un projet de 50 millions de dollars. Le langage des signes de Richard, basique, manquait la moitié de ce qu'elle disait. Bradford Sterling, le deuxième plus grand actionnaire, la repoussa d'un geste. « Richard, tu aurais peut-être dû amener un vrai interprète. » C'est embarrassant, il se tourna vers elle comme si elle ne comprenait pas. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Les vrais adultes vont s'en occuper. » Les mains d'Elelane s'agitaient, désespérées, mais le conseil avait cessé d'écouter. Puis une voix s'éleva du fond. « Ce n'est pas juste. » Toutes les têtes se tournèrent. Un garçon noir de 10 ans se tenait près de la porte devant Anderson, le fils de la femme de ménage. Il s'apprêtait à intervenir. Ce que ce garçon fit ensuite révéla une fraude de 2 millions de dollars et fit pleurer un milliardaire. 20 minutes plus tôt, Rosa Martinez avait pointé à 6 heures du matin, l'une des 12 employées d'entretien pour 42 étages. Son superviseur lui avait demandé de rester plus tard pour une réunion du conseil exécutif. Elle avait besoin des heures supplémentaires. Chaque dollar allait dans une enveloppe marquée Avenir d'Alicia, la consultation pour l'implant cochléaire de sa fille sourde. Prévue dans 3 mois, pouvait coûter 80 000 dollars. Rosa avait emmené Devon, car l'école périscolaire était fermée, il devait attendre dans la salle de repos du 38e étage, invisible. Mais la curiosité l'avait conduit par l'escalier de service jusqu'à la plus grande salle de réunion qu'il ait jamais vue. Petit pour son âge, vêtu d'une veste bleu marine usée et de baskets offertes par PS22, Devon avait appris à se rendre invisible très jeune, en s'occupant d'Alicia pendant que sa mère faisait des doubles quarts, mais depuis 3 ans, il apprenait aussi la langue des signes. Américaine sur YouTube à la bibliothèque, en lisant à la lampe de poche, et grâce à Miss Patricia, une interprète retraitée de l'ONU qui faisait du bénévolat au centre communautaire. Surtout, il apprenait d'Alicia, 3 heures chaque jour après l'école. Il avait appris les signes, les nuances du visage, les variantes régionales, toute la complexité de l'ASL. Regardant à travers la vitre, il se crispa. Une femme signait vite, avec précision, fluide et experte des décennies d'expérience, mais l'homme qui traduisait, son fils, déformait tout. À l'intérieur, Elelane soutenait que le profit ne devait pas être mesuré qu'en dollars, que l'investissement communautaire était un investissement durable pour l'avenir. Richard traduisait cela en un potentiel de profit à long terme. Elle parlait de dignité humaine et de responsabilité sociale. Il réduisait cela à un simple retour sur investissement. Elelane avait bâti Blackwood Enterprises à partir d'un prêt de 5 000 dollars il y a 50 ans, revendant des appartements, développant un portefeuille dans 3 arrondissements jusqu'à atteindre des centaines de millions. Mais sa surdité l'avait souvent relégué aux marges du monde rapide de l'immobilier d'entreprise. Elle avait essayé d'apprendre le langage des signes à Richard quand il était enfant. Il en avait appris juste assez pour la famille, pas pour les affaires complexes. Bradford Sterling attendait ce moment. Il avait rejoint le conseil 3 ans plus tôt après avoir acheté 12% des parts, devenant ainsi le deuxième derrière la fiducie d'Elelane, diplômé de Yale, 45 ans, héritier d'une fortune textile. Il portait des costumes que Rosa n'aurait jamais pu imaginer acheter et croyait que des hommes comme lui devaient diriger le monde. Depuis 1 an, il sapait l'autorité d'Elelane, réclamant de nouvelles perspectives, se moquant subtilement de Richard et de la charge d'une mère qui ne pouvait pas participer pleinement. La réunion du jour devait décider d'un projet de 18 mois, un investissement de 50 millions dans des logements abordables dans le Bronx Sud, 300 logements pour familles à faible revenu, un centre communautaire, une clinique gratuite, une formation professionnelle. Un retour sur investissement modeste comparé aux condos de luxe, mais un impact social immense. Bradford avait les voix pour le faire échouer et des tableaux montrant 22% de rendement pour les condos, contre 8% selon les prévisions d'Elelane. L'interprète professionnel avait annulé accident sur le FDR. Richard avait assuré qu'il pouvait traduire. Bradford avait souri. Il comptait sur l'incompétence de Richard, sur la confusion, sur la surdité d'Elelane comme preuve de son incapacité, mais il n'avait pas prévu le garçon de 10 ans. Devon avait entendu les moqueries et serré les poings, se souvenant de chaque fois qu'on traitait Alicia comme invisible. Il avait promis à sa sœur qu'il ne laisserait plus jamais faire ça. Cette promesse s'apprêtait à franchir la porte. Devon la poussa. 12 têtes se tournèrent. « Excusez-moi, » dit Richard, tentant d'être aimable mais sonnant condescendant. « Tu ne peux pas être ici, c'est une réunion privée. » La voix de Devon était douce. « Je suis désolé, monsieur, mais ce n'est pas ce que votre mère a dit. » La salle devint silencieuse. « Vous l'avez mal traduite, » poursuivit Devon. Elle ne parlait pas de profit potentiel. Elle parlait de responsabilité sociale et d'investissement communautaire durable. Bradford éclata de rire. « Des leçons de business données par des enfants ? On recrute à l'école primaire maintenant. » Raya Teil. « Qui es-tu ? » Je m'appelle Devon Anderson.
Ma mère est Rosa Martinez. J'attendais en bas et j'ai vu que Madame Blackwood n'était pas comprise. Ce n'est pas juste. Et l'année se pencha, les mains allant plus vite, elle signa à devant une question, un test, ses mains répondirent, fluide. Je peux vous comprendre. Je peux vous aider, les yeux d'Hélène s'écarquillèrent, elle signa plus vite encore, plus complexe, Devon traduisit à voix haute, elle demanda comment il avait appris la langue des signes et s'il était interprète professionnel. Bradford, debout, ordonna à Richard de faire sortir le garçon avant qu'il n'appelle la sécurité. Mais Hélène signa avec urgence à son fils. Richard, ne comprenant qu'un mot sur 5, murmura, « Maman, je ne peux pas ralentir », Devon dit. Calmement, elle veut me laisser essayer. Si quelqu'un peut vraiment la comprendre, elle aimerait avoir une vraie voix. Pour une fois, le sourire de Bradford était carnassier. Si tu la comprends vraiment, prouve-le maintenant. Si tu échoues, ta mère perd son emploi. Si tu réussis, je donnerai personnellement $100 000 à l'association de son choix. La docteure Catherine Wilson protesta, mais Bradford parla plus fort. Rosa apparut à la porte, pâle, les jointures blanches. Devon, mi-jo, viens par ici. Devon regarda Hélène. Elle lui rendit le regard avec la même fatigue désespérée qu'il avait vue chez Alicia quand on se moquait de ses appareils auditifs. Hélène signa une phrase, lentement et délibérément, Devon traduisit sans hésiter, elle dit, commençons. La salle entière retint son souffle. 3 ans plus tôt, la vie de Devon avait changé un mardi d'octobre, âgé de 7 ans, il était assis dans la salle d'attente de l'hôpital de Harlem, les jambes battant dans le vide. Sa mère était en salle d'accouchement depuis 6 heures. Quand l'infirmière arriva enfin, elle sourit, « Tu as une petite sœur. Viens la rencontrer. » Alicia Rosa Anderson pesait 2,9 kg, des cheveux foncés comme sa mère, une poigne étonnamment forte. Devon la tint avec une douceur craintive, comme quelque chose d'infiniment précieux et fragile. Quand elle ouvrit les yeux et le regarda, il en tomba éperdument amoureux. Leur père était parti 2 ans plus tôt, quand Devon avait 5 ans, cherchant une vie plus facile, loin de la pauvreté de Brooklyn, des quarts de nuit et des cartes de crédit épuisées. Quand Alicia eut 4 mois, Rosa remarqua quelque chose d'étrange, le bébé ne sursautait pas au bruit fort, ne tournait pas la tête vers les voix. L'audiologiste annonça doucement la nouvelle, perte auditive sensorielle bilatérale profonde, nez sourde, rien à réparer, seulement à accompagner. Rosa pleura pendant 3 jours non pas parce qu'elle n'aimait pas sa fille, mais parce qu'elle savait ce que le monde pouvait faire à un enfant sourd quand on pouvait à peine payer le loyer. Elle fit des recherches sur les implants cochléaires, les thérapies, les écoles spécialisées et tout coûtait une fortune qu'elle n'avait pas. Devon, à 7 ans, comprit assez pour avoir peur. Le monde n'était pas tendre avec les différents. Après l'école, il commença à faire des recherches sur les ordinateurs de la bibliothèque. Il tapa comment parler à un bébé sourd sur Google et tomba dans un univers qui allait définir les 3 années suivantes: la langue des signes américaine, la culture sourde, les familles qui communiquent avec les mains, les adultes sourds qui se battent pour le respect. Il découvrit une chaîne YouTube tenue par une femme sourde nommée Sarah, qui enseignait l'ASL de base aux parents entendants. Devon regarda chaque vidéo, s'exerçant devant le miroir de la salle de bain, ses petites mains trébuchant d'abord sur l'alphabet, puis sur les mots, puis sur des phrases. Quand Alicia eut 8 mois, Devon signalait, elle fixa ses mains. 3 jours plus tard, elle le signa en retour. Rosa les trouva dans la cuisine, Devon à peine assez grand pour atteindre le comptoir, signant à sa petite sœur assise dans sa chaise haute, tous deux entièrement absorbés par les mains de l'autre. Rosa pleura encore, cette fois de soulagement. L'apprentissage fut rude. Devon passa chaque minute libre à étudier. À 8 ans, il rencontra Miss Patricia au centre communautaire, une interprète de l'ONU à la retraite, qui le remarqua en train de s'entraîner dans un coin. Quand il lui expliqua qu'il apprenait pour sa sœur, elle lui proposa des cours gratuits chaque semaine. Convaincue que chaque enfant sourd méritait une famille capable de lui parler, Miss Patricia était exigeante et rigoureuse. Elle lui apprit non seulement les signes, mais aussi la grammaire, les dialectes régionaux, les expressions, les nuances culturelles, faisant de l'ASL une langue complète, pas un simple ensemble de gestes. Elle le faisait pratiquer jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Corrigeait ses classificateurs, et lui apprit à penser en langue des signes, pas à traduire depuis l'anglais. À 9 ans, Devon interprétait les rendez-vous médicaux d'Alicia, les réunions parents-professeurs et les appels familiaux. Il était devenu la voix de sa sœur et avait trouvé un but plus grand que lui. Miss Patricia lui avait dit un jour, « Les meilleurs interprètes ne traduisent pas que les mots, Devon. Ils traduisent l'intention, l'émotion, la dignité. Ils rendent aux gens leur pouvoir. » Devon avait pris cela comme une promesse. Chaque personne sourde méritait d'être entendue, chaque voix comptait, et si le monde refusait d'écouter, quelqu'un devait l'y forcer. Les jours les plus durs étaient ceux où Alicia rentrait de la maternelle en pleurant parce que les autres enfants la traitaient d'étrange à cause de ses gestes.
ou quand elle demandait, en signe, pourquoi elle était différente, pourquoi elle n'entendait pas la musique, ou pourquoi leur père était parti, ces soirs-là, devons redoubler d'efforts, parce qu'il avait promis à sa petite sœur qu'elle ne serait jamais invisible, debout dans cette salle de réunion, observant les gestes désespérés. Dès l'année et le sourire suffisant de Bradford, Devon entendit la voix de Miss Patricia dans sa tête. Quelqu'un doit intervenir, il avait passé 3 ans à se préparer à ce moment sans le savoir, les mains d'Elelane Blackwood bougeaient avec la précision née de 68 ans de pratique, elle signa une pensée complète, 2 phrases complexes, riches en nuances et en contexte. Richard fronça les sourcils, hésitant. Quelque chose à propos de. L'argent ne fait pas tout. Et l'avenir, ou l'investissement, dit-il incertainement. Bradford ricana, brillante traduction, Richard. Très précis. Je suis sûr qu'on peut bâtir un plan de 50 millions sur l'argent ne fait pas tout. La salle se crispa. La docteur Wilson se pencha, observant Devon, il fit un pas dans la pièce. Madame Blackwood a dit, le profit ne se mesure pas seulement en dollars et en cents. Investir dans les infrastructures communautaires, c'est investir dans des futurs durables qui bénéficient à tous, y compris à la réputation et à la stabilité à long terme de notre entreprise. Le silence tomba, Eleanor se tourna vers lui, le regard perçant, elle signa une question, Devon répondit, fluide, je vous ai parfaitement comprise. Je peux vous aider, ses yeux se remplirent de larmes, elle signa à nouveau, plus lentement cette fois, elle me remercie, traduisit doucement Devon, elle dit que cela fait longtemps que personne ne l'a vraiment comprise dans un cadre professionnel. Elle veut continuer. Elle a des informations importantes sur le projet du Bronx Sud qui n'ont pas été correctement communiquées. Le sourire de Bradford s'effaça, mignon. Mais les suppositions chanceuses ne suffisent pas ici, petit. C'est du business, pas du docteur Seuss, alors testez-moi, répondit calmement Devon. Bradford se pencha en avant, avec plaisir. Richard, demande à ta mère les détails financiers et budget, calendrier, retour sur investissement. Voyons si notre petite interprète sait gérer un vrai langage d'affaires. Les signes de Richard étaient maladroits. Les mains d'Elelane se mirent à bouger rapidement, formant des classificateurs complexes et des références spatiales bâtiment, budget, démographie. Richard était perdu en quelques secondes. Maman, plus lentement, je ne peux pas. La voix de Devon coupa net, calme et claire. Madame Blackwood explique la structure du projet. 3 immeubles sur un terrain de 2 acres dans le Bronx Sud. Immeuble A 120 logements pour parents isolés. Immeuble B 100 logements pour personnes âgées avec installations accessibles au rez-de-chaussée. Immeuble C 80 logements pour personnes handicapées, entièrement conformes à la norme ADA. Total, 300 unités. Répartition du budget, 50 millions au total, 34 millions pour la construction, 8 millions pour les infrastructures communautaires incluant une clinique, une formation professionnelle et des programmes éducatifs pour enfants, 6 millions pour les opérations et la maintenance des 3 premières années, 2 millions de fonds de réserve. La docteure Wilson leva les yeux de sa tablette, stupéfaite, cela correspond exactement à la proposition écrite d'Eleanor mot pour mot. Le conseil échangea des regards incrédules. Comment un gamin de 10 ans peut-il connaître l'ASL technique au point de traduire des données financières? Demanda Gregory Taylor, il ne peut pas. Siffla Bradford. Il a mémorisé la proposition. Tout ça est mis en scène. Je n'ai jamais vu la proposition de Madame Blackwood, répondit Devon d'un ton posé. Je traduis ce qu'elle signe en ce moment même. Prouve-le, dit Bradford froidement. Richard demande-lui quelque chose qu'elle n'a pas pu préparer. Quelque chose qui n'est pas écrit. Demande-lui les implications fiscales de la propriété à la 3e année, en tenant compte de l'augmentation du taux d'imposition municipale et des fluctuations du marché. C'était un piège assez complexe pour démasquer n'importe quelle fraude. Richard devait poser la question en langue des signes, mais il risquait de la déformer au point que la réponse d'Elelane ne veuille plus rien dire. Luttant avec le vocabulaire, il signa tant bien que mal à sa mère, oubliant des mots, simplifiant les concepts. Pourtant, Elelane comprit suffisamment. Elle fit une pause, puis se mit à signer une réponse détaillée, le visage concentré dans un profond calcul. Madame Blackwood dit que les taxes foncières augmenteront d'environ 3,2% par an selon les tendances de la ville. Cependant, le projet bénéficie de crédits d'impôt d'État dans le cadre du programme de logement à faible revenu, ce qui compense ces hausses. En tenant compte des avantages fédéraux et des bonus de zonage. Le résultat net représente une économie d'environ 1,8 million de dollars sur 5 ans. Silence total, la docteure Wilson consulta sa tablette, pâlissant. Il a tout à fait raison. Ce sont exactement les chiffres du rapport des consultants. Tu as tout mémorisé, demanda-t-elle, Eleanor sourit. Devon traduisit,
elle a bâti une entreprise de 800 millions de dollars en comprenant les chiffres. Être sourde ne veut pas dire qu'elle ne sait pas calculer, le visage de Bradford vira au rouge. Cela ne prouve rien. Mais le doute s'était déjà installé. Richard fixait Devon, stupéfait. Comment fais-tu ça? J'écoute, monsieur. J'écoute vraiment. Bradford se leva, dominant la table. Voyons si tu peux gérer ça. Je vais inventer une crise financière complexe. Si tu rates un seul détail, c'est fini pour toi et pour ta mère. Rosa parla d'une voix tremblante depuis l'encadrement de la porte. Bradford, s'il te plaît. C'est juste un enfant. Alors il n'a rien à faire dans une salle de réunion d'adultes, répliqua Bradford sèchement. Il dicta, si les taux d'intérêt grimpent à 8% et que les coûts de construction augmentent de 15%, quel est son plan pour maintenir la viabilité du projet? Je veux des détails précis. Richard tenta de signer, mais ne réussit qu'à dire, et si on a des problèmes d'argent? Eleanor parut frustrée. Vous voyez, lança Bradford, satisfait. Même avec son fils, elle ne comprend pas les questions complexes, c'est parce qu'il n'a pas traduit correctement, répondit calmement Devon. Il se tourna vers Eleanor et signa avec une précision remarquable utilisant les bons classificateurs, épelant les termes techniques, construisant le scénario dans l'espace. Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent. Elle répondit rapidement, Devon traduisit, Madame Blackwood dit que votre question est erronée. L'entreprise a verrouillé un taux d'intérêt de 4,2% pour 3 ans grâce à un contrat à terme avec Chase. Elle a aussi négocié des contrats à prix fixe avec 3 fournisseurs afin de se protéger contre la volatilité de la chaîne d'approvisionnement. La confiance de Bradford se fissura. Eleanor continua à signer. Elle demande si vous avez réellement lu les 81 pages de l'étude d'impact ou seulement le résumé de 3 pages. La docteure Wilson rit doucement. D'autres esquissèrent un sourire. Bradford balbutia, j'ai lu les sections pertinentes. Devon traduisit, elle dit que les sections pertinentes sont les 78 pages que vous avez ignorées. Elles expliquent comment elle a anticipé chacun des risques que vous venez de mentionner. L'atmosphère changea. Les membres du conseil étaient maintenant suspendus à chaque signe. C'est absurde, cracha Bradford. Un gamin de 10 ans, de Harlem, qui parle couramment l'ASL et la finance. Comment savoir qu'il n'invente pas tout? Les yeux d'Eleanor se durcirent. Devon traduisit fermement, c'est ce que disent ceux qui perdent, ils attaquent l'interprète parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le message. Bradford ricana. Pour tout ce qu'on en sait, tu as répété ça à l'avance. Tu es sûrement son petit protégé de charité. Devon resta impassible. Si vous doutez de moi, testez-moi. Écrivez une phrase, n'importe laquelle. Elle la lira et la signera. Bradford écrivit pendant 1 minute entière, bourrant sa phrase de jargon d'entreprise. Eleanor la lut, puis signa avec un mépris amusé. Devon traduisit, elle dit que vous utilisez de grands mots pour cacher une petite idée. Elle est d'accord avec la responsabilité fiduciaire, mais demande, comment définissez-vous la valeur? Si c'est seulement les bénéfices trimestriels, alors non, ce projet n'est pas optimal. Mais si la valeur inclut la réputation, le moral, la bonne volonté et la stabilité à long terme, alors ce projet est inestimable. Et elle aimerait savoir par délai acceptable, parlez-vous de l'avenir de l'entreprise ou simplement du moment où votre prochain bonus sera débloqué? La salle éclata de rires et d'applaudissements, la docteure Wilson se leva. Bradford, ça suffit. Cet enfant a montré plus de professionnalisme et de compétence que vous durant toute cette réunion. Elle se tourna vers le conseil, pendant des années, nous avons mis Eleanor de côté parce que la communication était difficile. Nous avons laissé Richard donner des résumés simplifiés au lieu de chercher à comprendre sa vision complète. Nous l'avons trahi et un garçon de 10 ans vient de le prouver. Richard s'agenouilla près de sa mère. Signant lentement, je suis désolé, maman. J'aurais dû faire plus d'efforts, Eleanor répondit doucement. Devon traduisit, elle sait que tu as essayé mais c'est la première fois depuis des années qu'elle se sent vraiment entendue. Margaret Foster parla d'une voix douce, Eleanor, je te dois des excuses. J'ai voté contre tes idées, non pas parce que je les trouvais mauvaises, mais parce que je ne les comprenais pas. J'ai cru que la barrière de communication signifiait qu'elle n'était pas solide. J'avais tort, Bradford regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu tout soutien. Vous vous laissez manipuler par l'émotion. C'est du business. Gregory Taylor intervint, Eleanor a bâti cette entreprise sur l'instinct, l'intelligence et la compréhension humaine. C'est ça, le vrai business et ça ne demande pas d'entendre, seulement d'écouter. Eleanor se leva, s'avança jusqu'à la tête de la table, et entama une puissante présentation en langue des signes. Devon resta à ses côtés,
traduisant avec passion, elle dit que ce projet n'est pas de la charité, c'est de la justice. Un logement stable crée des communautés stables, qui à leur tour bâtissent des économies stables. Ces 300 familles auront accès à de meilleures écoles, à des soins de santé et à des emplois. Le retour sur investissement ne se mesure pas en trimestres, il se mesure en générations. Ces gestes devinrent plus intenses, portés par l'émotion. Devon en épousa le rythme, elle sait ce que c'est que d'être invisible, d'avoir des gens qui parlent de vous sans jamais vous parler. Quand elle a perdu Louis à 8 ans, le monde a cessé de l'écouter. Elle a bâti cette entreprise en refusant d'être invisible. Ce projet, c'est sa façon de s'assurer que 300 familles ne le seront pas non plus. Son dernier signe fut simple, mais d'une puissance tranquille. Devon traduisit doucement, elle dit que le profit sans but, c'est juste de la cupidité et elle n'a pas bâti cette entreprise sur la cupidité. La salle se leva sous les applaudissements, les gestes d'Eleanor devinrent encore plus expressifs, plus vibrants. Elle parla avec ses mains de son enfance pauvre dans le Queens, du sentiment d'être effacée, qu'on parle d'elle plutôt qu'à elle. Quand elle perdit l'audition à 8 ans, le monde s'était tu. Les gens avaient supposé que sourde voulait dire bête. Ils prenaient des décisions à sa place, jamais avec elle. Elle avait bâti cette société en refusant cette invisibilité, et ce projet était son moyen de s'assurer que 300 familles ne vivraient pas la même chose. Eleanor conclut par un dernier signe. Devon traduisit d'une voix émue, le profit sans but, c'est de la cupidité. Et elle n'a pas bâti cette entreprise sur la cupidité, la salle éclata en applaudissements. Les mains de Bradford Sterling tremblaient. La pièce qu'il contrôlait autrefois s'était retournée contre lui, mais il lui restait une carte, assez, cria-t-il. C'est de la manipulation émotionnelle. Vous pleurez tous devant une belle histoire et vous oubliez la gouvernance d'entreprise. Il pointa Eleanor du doigt. Elle a 76 ans, elle est sourde et manifestement en déclin mental. Je demande une évaluation de compétences avant tout vote. La salle se figea. C'était une bombe cruelle et indécente. Bradford, vous dépassez les bornes, commença la docteur Wilson, mais Eleanor leva la main pour la faire taire, le visage calme, le regard d'acier, elle se mit à signer lentement, avec une fureur contenue. Devon fit résonner sa voix à travers les mots d'Eleanor. Monsieur Sterling, je suis sourde depuis 68 ans, et jamais cela n'a défini mon intelligence. J'ai bâti cette entreprise à partir de $5 000 pour en faire un empire de 800 millions. Je lis un bilan financier mieux que vous, je comprends les gens mieux que vous, et les marchés mieux que vous. Et contrairement à vous, je sais que compétence et compassion ne s'excluent pas. Ces signes s'accélérèrent. Depuis 6 mois, j'ai remarqué des anomalies dans nos rapports du 2e et du 3e trimestre, des paiements fournisseurs qui ne correspondent pas aux factures, des notes de frais étranges. J'ai donc engagé un auditeur indépendant. Le visage de Bradford passa du rouge au blanc. Le rapport est dans ce tiroir à droite, 3e en partant du haut. Richard, s'il te plaît. Richard sortit une grande enveloppe. La docteure Wilson l'ouvrit et lut. Son expression passa de la curiosité à la colère. Bradford, dit-elle d'une voix tremblante. Vous avez déclaré vos frais d'adhésion au Yacht Club comme divertissement client. Créé de fausses factures de consultants. Détourné $2,3 millions, la salle explosa de colère. Les membres du conseil exigeaient de voir le rapport. Bradford recula vers la porte, la panique dans les yeux. Eleanor continuait à signer. Devon, d'une voix ferme, traduisit, vous pensiez que parce que je suis sourde, je ne prêtais pas attention. Que parce que je ne parle pas facilement, je ne savais pas ce qui se passait. Vous aviez tort. Je n'ai pas besoin d'oreilles pour voir les schémas. Je n'ai pas besoin d'une voix pour dénoncer le vol. Et je n'ai pas besoin de vous pour parler à ma place. Ces derniers signes furent nets et fiers, parce que j'ai déjà une voix juste ici. Bradford ricana, désespéré, tu crois avoir gagné, gamin? Tu n'es qu'un pauvre gosse noir qui finira comme ta mère, à nettoyer les toilettes pour des gens comme moi. Tu n'as pas ta place ici. La salle s'étouffa. Devon se redressa, signant et parlant d'une voix claire, vous avez raison. Je n'ai pas ma place dans les endroits où des gens comme vous prennent les décisions. Mais Madame Blackwood, elle, a sa place. Ma sœur aussi. Et tous ceux que vous avez méprisés ont leur place. Et nous ne partirons pas. Il prit une inspiration. Parfois, la pièce la plus faible fait le coup gagnant. Vous ne m'avez jamais vu venir, c'est votre erreur. Eleanor se leva et le serra dans ses bras. Toute la salle se remit à applaudir. Seul Bradford resta immobile jusqu'à ce que la docteure Wilson déclare froidement, la sécurité va vous raccompagner. Ne revenez plus. Alors que les gardes l'emmenaient, l'atmosphère se fit plus douce, empreinte d'une gravité solennelle.
Je propose la révocation immédiate de Bradford Sterling du Conseil, dans l'attente de l'enquête sur l'audit, annonça la Dr Wilson, toutes les mains se levèrent, unanimité. Je contacterai nos avocats et le procureur du district. C'est une fraude criminelle, épuisée, Eleanor s'assit. Elle signa quelque chose, et Devon prit place à côté d'elle. Leur conversation en langue des signes fut intime, chargée d'émotion et gratitude, lien, compréhension. Puis Devon traduisit, « Madame Blackwood me demande mon âge, depuis combien de temps j'apprends la langue des signes, et des nouvelles de ma sœur. » Pendant 5 minutes, Devon parla d'Alicia, de ses débuts sur YouTube et dans les livres de la bibliothèque, de Miss Patricia au centre communautaire, qui avait vu du potentiel en un garçon effrayé de 8 ans, de ses mains endolories par la pratique. De son rôle de voix pour sa sœur dans un monde qui ne voyait pas les enfants sourds. « Ma sœur m'a appris quelque chose, » dit Devon doucement, elle signe, « ne me plains pas, écoute-moi simplement, c'est tout ce que veut une personne sourde, du respect, pas de la pitié. » Être entendu, Eleanor signa de nouveau, les larmes aux yeux, Devon traduisit, « Madame Blackwood dit que Miss Patricia serait fière de moi. Et que ma sœur a beaucoup de chance de m'avoir. » Rosa entra dans la salle, submergée par la fierté et l'émotion. Eleanor s'adressa directement à elle en langue des signes. Devon traduisit, « Elle dit que vous avez élevé un fils extraordinaire, que sa compassion et son intelligence viennent de vous. Soyez fiers. » Rosa éclata en sanglots et serra Devon contre elle. « Mio, mon amour, tu as été si courageux. » Richard s'agenouilla auprès de sa mère, la voix tremblante, « Maman, je t'ai laissé tomber. Je me disais que je connaissais assez bien la langue des signes, mais j'étais paresseux. J'ai laissé ma gêne devenir ta solitude. Je suis désolé. » Eleanor signa doucement. Devon traduisit, « Tu as essayé, et cela compte. Mais essayer ne suffit plus. À partir de demain, tu engageras un interprète en langue des